Cet été, la Russie attaquera l'OTAN et nous ne parlons pas seulement d'un simple grignotage à la marge. Nous parlons d'une frappe éclair en profondeur dans les États baltes. Une attaque visant à saisir rapidement de vastes territoires et à permettre à la Russie d'avancer loin dans l'est de la Pologne pour conquérir un maximum de terres. L'objectif serait ensuite d'échanger ces terres contre la garantie que l'OTAN cesse tout soutien à l'Ukraine et accepte d'autres exigences russes sur l'avenir de l'Alliance. Comme moi, vous avez sûrement d'abord pensé, mais c'est quoi ce délire? Je veux dire, ça paraît insensé, non? L'idée que la Russie, en difficulté en Ukraine, prenne le risque d'une guerre nucléaire en attaquant directement des membres de l'OTAN comme la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Et pourtant, c'est précisément ce que Ilya Serikin pense qu'il pourrait arriver. Au lieu de pleurer sur l'annulation de son défilé du jour de la victoire, Vladimir Poutine pourrait préparer le pari le plus désespéré de l'histoire militaire russe moderne. Ce qui est fascinant, c'est qu'Ilya Sekharin, ancien commandant de drones dans l'armée ukrainienne, est désormais conseiller officieux du haut commandement militaire. C'est un homme qui a vu l'action en première ligne, qui a aidé à planifier la défense et les contre-offensives, et qui est convaincu que les membres de l'OTAN ne prennent toujours pas au sérieux la manière dont les drones ont complètement transformé les champs de bataille modernes. En fait, on pourrait dire que son rôle est celui d'une Cassandre, avertissant l'Europe et les États-Unis qu'ils prennent du retard sur la technologie militaire la plus cruciale à avoir émergé ce siècle. S'il paraît intense, vous n'avez pas tort, mais il est aussi très sympathique et comprend bien ce que signifie mener une guerre existentielle contre une puissance nucléaire instable. À l'origine, nous avions prévu de lui parler pendant environ 1 heure, mais nous sommes tellement entrés dans les détails de la planification militaire ukrainienne, du déroulement de la guerre et de la question de savoir si Moscou essaiera vraiment d'attaquer l'OTAN cet été que nous avons fini par discuter pendant environ 90 minutes, je ne vais pas mentir. Probablement l'interview la plus intéressante que nous ayons réalisée jusqu'à présent pour cette chaîne, pleine de ce genre d'analyse qui devrait fasciner tous ceux qui s'intéressent aux conflits modernes, à la technologie militaire ou simplement à ce que cela fait d'être un pilote de drone ukrainien. J'ai beaucoup apprécié l'interview qui a changé ma vision de l'avenir de l'OTAN, de l'Ukraine et de l'Europe. Alors, voici. Profitez-en! Bonjour à tous, bienvenue à nouveau, j'allais dire, pour un nouvel épisode, mais c'est une autre interview avec Ilya, je ne vais pas me tromper. Sekharin. Oui, vous pouvez dire ça. Sekharin ou sécurité? Sekharin. D'accord. Je m'étais juré de ne pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Heureux de vous avoir parmi nous. Notre dernière conversation remonte à quelques mois. Nous avions une connexion Internet terrible, je me souviens, ce qui a compliqué les choses. Mais cette fois, pas de connexion Internet du tout. Pour ceux qui l'ignorent, Ilya est un responsable de la défense ukrainienne ayant accès direct aux décisions de commandement et aux adaptations stratégiques sur le front. Il est affilié à la direction militaire ukrainienne alors qu'elle gère la guerre des drones. Tu étais pilote de drone en première ligne. Oui, juste avant de commencer, je veux simplement préciser que je ne suis pas sous contrat officiel avec le gouvernement ukrainien. Donc, on ne peut pas me qualifier d'officiel à proprement parler. Je suis simplement un conseiller non officiel auprès des hauts responsables du haut commandement ukrainien. Disons-le comme ça pour peut-être... Te corriger, bien sûr. Quand étais-tu pilote de drone? J'ai été pilote de drone en 2022 et 2023, et après ça, j'ai peu à peu gravi les échelons dans des fonctions de conseil. J'ai aussi travaillé pour l'état-major général des forces armées d'Ukraine, et ensuite, depuis 2024, j'ai conseillé l'ancien vice-premier ministre, qui est maintenant l'actuel ministre de la Défense de l'Ukraine, Vedarov, sur la guerre des drones et l'utilisation opérationnelle des drones sur les lignes de front, et aussi sur d'autres sujets intéressants. J'ai même écrit un livre à ce sujet. Vous avez vraiment beaucoup à dire. Beaucoup à raconter, mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire pour le moment. Mais j'espère qu'un jour je pourrai combler les vides. Mais malgré tout, nous avons beaucoup de marge de manœuvre pour cadrer notre discussion. Parfait. Peut-être aussi Rise of the Machines. Oui, c'est le titre du livre. Et il est principalement axé sur 2024. Donc je ne décris rien de ce qui s'est passé depuis 2025-2026 pour des raisons de sécurité. Mais on peut parler un peu de 2025 si ce n'est pas lié aux opérations en cours. Bien sûr. Bonne question pour débuter. L'Ukraine est aujourd'hui le champ de bataille le plus intensif en drone au monde. Une situation inédite selon moi. Comment ressentez-vous cette évolution? Si on ne peut pas parler de 2026, mais qu'on peut parler de 2025, comment pensez-vous que les choses ont évolué depuis, disons, le début de la guerre ou le milieu de la guerre jusqu'à l'année dernière? Eh bien, ce qui est drôle, ou plutôt ce qui est le plus intéressant dans la guerre actuelle, c'est qu'elle est encore en pleine évolution. Donc tout change très rapidement.
Et le rythme du changement semble s'accélérer. Donc ces cycles où les Ukrainiens changent les fréquences de leurs drones et où les Russes prennent des contre-mesures, pour donner un exemple, se produisent donc très rapidement. Et actuellement, nous pouvons parler de l'avenir en termes généraux en 2026 qu'actuellement il y a une montée des plateformes robotiques, des robots terrestres, ou plutôt des véhicules terrestres comme on les appelle. Et il y a aussi un changement dans la façon dont les drones sont déployés. Donc je défends depuis 2024 l'idée que les drones devraient être employés de façon plus créative sur le plan opérationnel. Il s'agit de concentrer les drones sur des points clés du front pour mener des actions offensives et défensives. Donc je pense que cette année va être marquée par une avancée majeure, je l'espère. Sur le plan opérationnel, stratégique et tactique, à mesure que l'Ukraine et la Russie apprennent à mieux utiliser leurs capacités de drone et à positionner leurs forces. Parce qu'en Occident, il y a une sorte de réveil. On se dit il nous faut des drones. Mais pour l'instant, ils ne savent pas vraiment comment faire. J'ai donc discuté avec des hauts responsables de l'armée britannique et avec quelques Américains. Et ils veulent déjà avoir cela, on peut appeler ça la dronisation de leurs forces. Ils veulent intégrer des drones dans l'armée, la marine et l'armée de l'air, mais ignorent comment les employer car les drones ne sont pas juste de petits quadricoptères sur le front. Donc par exemple, en Ukraine, vous avez ces grandes formations de drones, comme des forces intégrées opérationnelles qui ont de petits drones allant jusqu'à 20 km et ils effectuent des frappes de 30 à 120 km. Ce sont des drones à plus longue portée. Il y a la guerre électronique à différents niveaux. Donc ce système, c'est vraiment sophistiqué et la façon dont vous structurez votre force, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Et tout cela s'ajoute alors que se déroule la confrontation entre les pays occidentaux et cet axe de déstabilisation, qu'on peut appeler la coalition non officielle de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord et de l'Iran. Vous avez évoqué des méthodes créatives comme l'usage de drones. Pouvez-vous en partager d'autres ou est-ce trop tôt, peut-être pour 2026 ? Non, nous pouvons en parler et je le décris dans mon livre. Donc au début de 2024, revenons un peu en arrière, à la fin de 2023, la contre-offensive ukrainienne ratée et la prise de conscience chez les dirigeants ukrainiens que quelque chose n'a pas fonctionné. Et Zellouchny a écrit un article, je crois que c'était le 1er novembre dans The Economist, dans lequel il disait qu'il y a une impasse entre les forces russes et les forces ukrainiennes à cause de la transparence du champ de bataille. Donc on ne peut pas masser de troupes. On ne peut pas masser l'artillerie, les blindés, l'infanterie au point décisif de la ligne de front afin de percer puis d'exploiter et de passer d'une guerre statique à des forces de manœuvre. Et je travaillais avec l'état-major général à ce moment-là. J'ai donc envoyé une note par l'intermédiaire de Kolinov-Senek, qui était le chef d'un département et qui continue d'être le chef d'un département à l'état-major général. Et je lui ai demandé de la transmettre au département opérationnel. Et donc dedans, j'ai dit que le drone est le facteur décisif qu'il possède déjà. Donc il faut utiliser davantage le drone. Il faut vraiment... Ça, c'est en 2023, c'était au début de 2024. Ah, en fait, oui, le premier document date de la fin 2023. C'était une note de 3 pages suggérant de se concentrer sur les drones et de créer un commandement séparé pour eux. Et il faut créer des groupes d'infanterie de drones afin de percer la ligne de front. Et il faut utiliser les chars de la même manière qu'ils étaient utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut donc concentrer les drones au point critique, comme les chars durant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, cette concentration de drones va créer un rapport de force favorable, comme un rapport local de 100 contre 1 en notre faveur. Grâce à cela, nous pourrons alors percer la zone létale créée par les drones russes et envelopper le groupement de forces russes. Est-ce de ça qu'on parle quand on mentionne les essaims de drones ? Les essaims de drones, c'est un peu différent. En fait, les essaims de drones relèvent davantage de la technologie. Et l'idée, comme je l'appelle plus tard. D'abord appelé attaque massive de drones, c'est ensuite devenu un blitz ou blitzkrieg de drones. Ce qu'ils ont tenté récemment à Goulaïpola et dont les premières sessions et versions ont été essayées lors de l'incursion de Koursk à l'été 2024. Ainsi, un essaim de drone est un concept technologique. Cela signifie essentiellement l'autonomie des drones pour communiquer entre eux. Donc lorsqu'un drone est abattu, un autre drone peut réagir à cela et changer l'angle d'approche, la façon dont les cibles sont attribuées, etc. Ils peuvent aussi s'adapter au brouillage. Nous y arrivons, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain.
La technologie des essaims ne sera pas disponible soudainement. Donc la technologie des essaims se compose de plusieurs éléments plus petits, comme par exemple déplacer les drones sans GPS. Cela se fait déjà, cela a déjà été mis en œuvre. Ou attaquer une cible de façon autonome. Cela a déjà été fait. Donc il manque encore quelques pièces du puzzle, mais l'Ukraine et la Russie y arrivent petit à petit. Et nous allons bientôt voir de véritables technologies d'essaim. Quand on concentre de nombreux drones en un point, l'idée est-elle juste de submerger par le nombre? Ils ne peuvent pas tous les abattre. Certains atteindront leur cible. Oui, donc l'idée derrière un blitz de drones est simple. Donc c'est comme je l'ai déjà comparé à la Seconde Guerre mondiale, où l'on rassemblait ses forces aériennes, blindées et son artillerie en un point clé pour percer. Prenons un exemple. Par exemple, il y a une ligne de front de 1000 km et vous avez 1000 équipes d'opérateurs de drones, et la Russie et l'Ukraine les répartissent de manière égale. Sur un front de 10 km, 10 équipes de drones russes et ukrainiennes opèrent. Si l'Ukraine ne laisse que le minimum nécessaire, disons 3 équipes. Équipes d'opérateurs de drones par 10 km. Et cela libérera 700 équipes d'opérateurs de drones, qui concentreront leurs efforts contre une ligne de front russe de 10 km et créeront un rapport de force de drone, NDW, de 10 contre 700, donc comme le rapport russe. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, car différents drones ont des portées différentes. Et vous ne les positionneriez pas sur un front de 10 km, vous les positionneriez plutôt sur un front de 50 km. Mais leur principal effort consistera à isoler ce front de 10 km, et ensuite vous envoyez les robots terrestres, je ne sais pas, par vague. Par exemple, disons que nous pouvons envoyer 2000 robots terrestres attaquant par vague. Et ensuite, vous avez encore 10 000 robots en réserve, prêts à être introduits comme deuxième ou troisième échelon dans la zone de percée. Donc essentiellement, ce que vous faites, c'est essayer d'identifier et de détruire les opérateurs de drones russes dans la zone critique. Ce n'est pas seulement dans un rayon de 10 km, mais aussi loin qu'il faut pour isoler le champ de bataille. Ensuite, vous détruisez tout ce que vous voyez. Donc des équipements majeurs comme les chars, l'artillerie, les véhicules de combat d'infanterie, etc. Une fois que vous avez éliminé tout le monde, les Russes se réfugieront dans leurs bunkers et tenteront de se cacher. C'est alors que vous déployez les robots terrestres. Donc la fonction ou l'objectif du robot terrestre n'est pas tant de détruire les Russes au sol, mais de les forcer à se révéler. Ainsi, ils vont essayer de prendre le risque. Donc encaissez les tirs. Et puis, comme vous avez tellement de drones, cela crée un champ de bataille très avancé. Et aussi, le grand nombre de drones vous permettra d'augmenter. De minimiser le temps entre l'identification de l'équipement russe et sa destruction. Parce que si vous n'avez pas assez de drones, par exemple votre drone ISR repère la cible, mais il vous faut quelques minutes pour arriver sur place. Mais si vous avez déjà un drone d'attaque dans cette zone, il attaque la cible en quelques secondes. C'est pourquoi vous avez besoin de tant de drones dans chaque carré de la zone de percée prévue. Où en sommes-nous avec ces drones terrestres? J'entends beaucoup parler de drones ou de véhicules terrestres autonomes. Comment les avez-vous appelés? UGV. UGV ici. Où en est-on avec ces UGV? J'ai l'impression, vous savez, que les drones grand public sont devenus bien plus avancés. Et il y a eu une course pour fabriquer des drones de plus en plus avancés. Et puis, il y a ceux qui vont sur l'eau, les gens spécialisés dans l'autonomie, transformer des jet skis en bombes, en gros, et les diriger vers des bateaux. Qu'en est-il des véhicules terrestres? On en parle peu. Oui, on les appelle des drones marins. Yeah. Des véhicules de surface sans pilote. Mais peu importe comment vous les appelez. Ce sont toujours des drones marins. Ils vont sur l'eau, les jet skis peuvent tout l'être aussi. Oui, et selon les chiffres officiels, je ne révèle rien qui n'ait déjà été divulgué. L'Ukraine avait des plans de production pour 2025 de 7000 robots terrestres. Et cette année, c'est plus de 25 000 selon les informations officielles publiées. À quoi ressemblent ces engins? La plupart d'entre eux sont des robots logistiques. Mais j'ai dit à Fedorov qu'il fallait les armer et les utiliser tous en un point clé, attaquer par vague ou en garder certains en réserve, mais ils doivent être concentrés sur un seul secteur pour vraiment faire la différence. Parce que si tu les disperses, surtout les robots d'assaut, les robots logistiques, eux, tu peux en avoir partout sur le front pour aider à acheminer les fournitures, évacuer les blessés. Mais pour les robots d'assaut, je pense que ce sera l'année des robots d'assaut.
À quoi ressemble un robot d'assaut? Est-ce un engin kamikaze ou est-ce qu'il porte une arme sur le dessus? Oui, il peut avoir un drone kamikaze, mais la plupart du temps, quand je parle de robot d'assaut, on veut dire un robot terrestre. Ou cela peut être une plateforme à roues ou à chenilles équipée d'une mitrailleuse télécommandée. Donc le plus souvent, une mitrailleuse M2 Browning ou un lance-grenade automatique. Il existe donc principalement ces deux variantes, mais cela peut aussi être un robot suicide. Actuellement, l'Ukraine dispose de nombreux robots terrestres de plus en plus performants, et leurs liaisons de communication sont meilleures. Nous en avons différentes, au moins 3. Liaisons de communication comme la liaison satellite, qui est très importante, mais aussi des réseaux maillés. Nous avons la technologie LTE, similaire à celle des téléphones portables. Ces technologies sont-elles aussi sensibles au brouillage que les drones? On parle beaucoup de la fibre optique. Alors, ce matin, je faisais une vidéo sur les frelons, les bourdons, ces drones qui ont de l'IA intégrée d'une certaine manière. Donc, s'il y a une perturbation ou même si le câble à fibre optique est coupé, ils peuvent terminer leur mission, ce qui m'a impressionné. Oui, les liaisons de communication sont l'une des choses les plus importantes que vous avez dans un drone. Cela vaut aussi bien pour un drone terrestre que pour un drone marin. Et le mieux, c'est d'avoir plusieurs canaux de secours. Donc, si l'un d'eux est brouillé ou détruit, vous pouvez en utiliser un autre. Oui, bien sûr, le principal actuellement, c'est Starlink sur les robots terrestres. Ce n'est pas un secret et c'est très fiable, et c'est presque impossible à brouiller. Mais si vous les concentrez, je pense que vous ne pouvez pas avoir plus de 220-260 terminaux Starlink par 10 km parce que la bande passante commence à se détériorer. Mais il existe d'autres technologies, comme les réseaux maillés ou même installer de la fibre optique. Qu'est-ce qu'un réseau maillé? Un réseau maillé, c'est essentiellement des ponts Wi-Fi connectés entre eux. Par exemple, Désolé, je me rends compte que c'est littéralement comme le réseau maillé Wi-Fi. c'est similaire mais en plus sécurisé et plus avancé que le Wi-Fi. Par exemple, les Russes aiment les utiliser parce que ils ont été coupés de Starlink, donc ils essaient de les utiliser. Par exemple, ils ont certains de ces drones Shahed. Ils essaient d'installer une technologie où en fait l'opérateur peut voir ce qu'il frappe, contrairement à la génération précédente de drones Shahed préprogrammés. Ils ont donc besoin d'un lien de communication direct entre le drone et l'opérateur. Et donc ils peuvent envoyer environ 100 ou 50 drones et ils doivent être espacés d'environ 20 km ou 100 km entre eux. Et donc ils fonctionnent comme 3 émetteurs. Et c'est pourquoi, si vous touchez ou détruisez un autre drone peut capter le signal et servir de relais. C'est l'idée derrière tout ça, et il n'y a pas tant d'entreprises qui produisent ces réseaux nationaux de haute qualité, il y en a quelques-unes chinoises et il y en a une grande américaine. Donc voilà, je pense que c'est tout. Vous avez évoqué Starlink, l'absence d'accès pour la Russie et sa nécessité de trouver d'autres solutions. J'ignorais que Starlink était impossible à brouiller, c'est impressionnant. À ce sujet, y a-t-il un équilibre? Est-ce qu'on atteint un équilibre technologique ou est-ce que l'Ukraine montre la voie? Et comment l'accès à quelque chose comme Starlink influence-t-il cela? Oui, donc il y a d'abord eu une première phase. Les Ukrainiens ont pris de l'avance sur les Russes en 2022-2023 parce que les Russes comptaient principalement sur leur Orland X et leurs drones militaires à voilure fixe plus grands, tandis que l'Ukraine a commencé par se procurer d'abord des drones chinois, puis des pièces détachées de drones chinois. Ceux-ci étaient commerciaux? Oui, commerciaux. Et le fait de tirer parti des marchés de composants de drones civils a vraiment aidé les Ukrainiens, parce que, par exemple, pour créer une puce de qualité militaire, il faudrait 10 ans de tests. Le processus bureaucratique est très long. Mais combien de versions de puces verraient voir le jour dans le secteur civil pendant ces 10 années? Donc si vous prenez simplement la puce civile, elle n'aura peut-être pas l'homologation de sécurité, mais elle serait 10 ou 100 fois meilleure que celle de qualité militaire. Comme un drone DJI d'il y a 10 ans, capable de voler sur 1 kilomètre. C'est l'équivalent militaire. Ouais, et maintenant, c'est genre, je sais pas, j'en ai regardé en magasin l'autre jour, et c'est genre, oh, ce truc peut voler 25 km pendant 40 minutes, et il coûte le même prix que celui d'il y a 10 ans. Et j'en avais un, et c'était amusant, mais un peu nul. Donc ça évolue tellement vite. Désolé d'interrompre. Je dois juste demander, avec les UGV, ceux au sol, vous avez mentionné qu'ils sont fabriqués, qu'ils sont à chenilles et tout ça. Est-ce qu'on a juste sauté la version commerciale?
Parce que je ne sais pas, dans ma tête, j'en parlais avec quelqu'un de l'équipe plus tôt et je me disais, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce sont comme des voitures télécommandées auxquelles on attache des bombes? A-t-on simplement ignoré l'étape commerciale pour passer directement à quelque chose de sérieux? Eh bien, il n'y avait pas d'équivalent direct d'un UGV sur le marché civil, mais bien sûr, ils ont été assemblés au départ et certains composants continuent d'être assemblés à partir de pièces civiles. Par exemple, le système de contrôle de mission des drones a simplement été repris des drones aériens civils classiques et a été installé dans la première génération d'UGV. Donc la technologie est transférée, mais principalement à partir de différents composants, comme des pièces de drone, et non sous forme de produits finis. Et le produit fini n'est déjà plus vraiment utilisé, sauf peut-être pour les Mavic sur les lignes de front, parce que l'Ukraine a vraiment réussi à créer une intégration verticale de sa production et une production interne nationale de composants de drones. Donc les Ukrainiens peuvent tout faire, des hélices de drones aux cellules, voire même les moteurs. Cela renforce vraiment la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que l'Ukraine peut vraiment aider les pays occidentaux à ce sujet. Ainsi, les Américains, les Britanniques et d'autres pays de l'OTAN peuvent utiliser l'Ukraine comme une usine et les pays voisins peuvent profiter de l'écosystème ukrainien. Comme la place de marché Brave One et les producteurs de composants afin d'apporter les leurs, de fabriquer leurs propres drones. Vous avez mentionné plus tôt l'axe de la perturbation et l'approvisionnement en provenance de Chine. DJI a essayé. DJI est une entreprise chinoise bien connue. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Parce que vous mettriez la Russie et la Chine dans le même camp. N'y aurait-il pas, la Chine n'est-elle pas intéressée par l'embargo sur les exportations de drones? Et comment cela fonctionne-t-il dans ce cas? Oui, donc de nos jours, avec la mondialisation et les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est vraiment difficile. Il est très difficile de contrôler qui sera l'utilisateur final de votre drone. C'est pareil pour la technologie occidentale et les projets technologiques. De nombreux composants français, américains et d'autres pays se trouvent dans les drones russes, comme dans les drones chinois. La seule solution serait d'arrêter totalement les exportations, ce qui déclencherait une bataille difficile, avec un lourd coût financier et une forte opposition des entreprises. Mais je pense que les Chinois essaient déjà de restreindre l'accès aux Ukrainiens, par exemple pour la fibre optique. Il y a eu une forte hausse de leur prix récemment, comme une augmentation de plus de 5 fois du prix de la fibre optique à cause de la demande liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et aussi à cause des centres de données, car nous devons également concurrencer le marché civil. Bien sûr, bien sûr. Je me souviens avoir regardé une vidéo il y a quelque temps sur la façon dont Kim Jong-un a obtenu sa Mercedes. Il a l'une de ces Mercedes blindées de luxe. Et un journaliste a demandé à Mercedes « Pourquoi lui avez-vous vendu ça ?» ou quelque chose comme ça. Ils ont découvert que ça passait par 6 sociétés écrans avant de revenir. À moins d'arrêter tout commerce, les gens trouveront toujours des moyens de se procurer ces choses. Oui, exactement. C'est comme le marché gris. Et si tu regardes même le commerce des matières premières, la Russie utilise une flotte fantôme de pétroliers pour continuer à exporter. Et ce ne sont pas seulement de petits colis que tu peux envoyer à l'étranger, ce sont carrément des navires, et ils le font simplement sur le marché gris. Donc la mondialisation, l'un des sous-produits de la mondialisation, c'est qu'il est assez difficile de restreindre les exportations d'équipements technologiques ou d'équipements à double usage. Nous avons récemment fait une vidéo et je me suis demandé comment c'était possible. Pour moi, un pétrolier est immense, impossible à manquer, mais en réalité, si. Ils éteignent leur transpondeur. Ah, c'est ça, d'accord. Et ensuite, il continue simplement son activité. Oui, le mieux c'est de détruire leur infrastructure avec des drones ukrainiens. Et ensuite, c'est une garantie certaine qu'ils ne pourront pas profiter de l'économie mondiale. D'accord. En parlant des drones ukrainiens et russes, selon vous, actuellement ou aussi récemment que possible, honnêtement, comment pensez-vous que l'Ukraine et la Russie se débrouillent en matière de développement de drones? Qui est en avance? Qui est en retard? À égalité? Oui, actuellement, l'Ukraine a pris de l'avance. Je pense que c'est principalement grâce à une seule personne, c'est M. Fedorov. Donc auparavant, les ministres de la Défense ukrainiens étaient plutôt inefficaces et corrompus. Et je pense qu'il y a vraiment eu un vrai bol d'air frais avec Fedorov qui a pris la tête du ministère de la Défense. Et il introduit de nouveaux processus et de nouvelles méthodes pour se procurer des drones, ainsi que des façons opérationnelles créatives de les utiliser. Et cela porte déjà ses fruits. Par exemple, je crois que le mois dernier ou l'avant, l'Ukraine a repris plus de territoire qu'elle n'en a perdu. Mais il ne s'agit pas de territoire.
C'est juste que, d'accord, l'offensive de Uliaipol n'a pas été un énorme succès. Je veux dire, c'était un succès limité. Mais peut-être que la prochaine fois, on aura plus de chance, tu sais. On travaille sur les erreurs qu'on a faites et on arrive vraiment à infliger des dégâts aux Russes, des vrais. On les a même vaincus. C'est surtout tirer des leçons du passé et adapter sa tactique plus que de la chance. J'ai lu que la Russie a plus de drones dans certaines zones que l'Ukraine. Est-ce exact? Et si oui, pensez-vous que c'est une question de... Vous venez de dire que l'Ukraine a de meilleurs drones en termes de qualité. Pensez-vous que cela pourrait permettre de surmonter l'avantage numérique de la Russie? Eh bien, en termes de quantité, je pense que la Russie a encore un petit avantage, mais l'Ukraine rattrape rapidement son retard. Et cela dépend vraiment du type de drone dont on parle. Par exemple, dans les FPV, l'Ukraine, comme dit ma mère, est très en avance sur les Russes, comme dans Star Wars. Et le problème avec les drones russes, c'est que leur système organisationnel et d'approvisionnement est vraiment dépassé et très corrompu. Donc ils ont ces deux types. J'ai oublié leur nom, mais l'un d'eux est le bras droit du vice-ministre de la Défense, et il n'y a qu'un seul type qui s'occupe de l'achat de tous les drones. Et donc en quelque sorte, son surnom était Toilette, je crois. Oui, Colson Toilette. Tu vois ce type-là. J'ai littéralement fait une vidéo sur lui ce matin et je ne me souviens pas non plus de son nom. Si c'était Mike ou quelque chose comme ça, je pourrais probablement m'en souvenir. Oh, des toilettes? Ouais, les toilettes. Donc ce gars des toilettes, il a en quelque sorte monopolisé toute la production et l'approvisionnement en drones, où il essaye de monopoliser et d'éliminer les petits fabricants de drones efficaces et les fabricants de guerre électronique en Russie. Et ça aide vraiment beaucoup l'Ukraine. Donc si on pouvait peut-être lui donner la médaille de héros de l'Ukraine ou quelque chose comme ça nous aide vraiment. Et je pense que ce que j'essaye de dire, c'est qu'au final, ce ne sont pas seulement les produits qui comptent. Ce sont les processus, cadres organisationnels, méthodes de test des drones, types d'entreprise et l'ensemble de l'écosystème impliqué. Et je pense que Fedorov est en train de mettre en place cet écosystème et que cela portera ses fruits. Cela porte déjà ses fruits et en apportera davantage pour garder l'avantage sur les Russes. Je pense que cette année, nous assisterons à une vraie percée. La corruption, je pense, est un problème énorme, comme dans toute guerre, dans tout ce que l'on regarde dans l'histoire. La corruption gâche tout et rend tout plus difficile. Y a-t-il quelque chose que vous remarquez dans les drones russes et vous vous dites « ça, c'est bien ». Il y a beaucoup de choses en fait. Oui, mais si vous avez un monopole et que le système d'approvisionnement n'est pas très transparent et qu'il est corrompu. Naturellement, pourquoi auriez-vous besoin d'investir dans de nouvelles versions des technologies de brouillage ou de nouvelles fréquences? Si les drones seront achetés de toute façon, vous pouvez ensuite dire « ces drones ont été détruits ». Les Ukrainiens les ont détruits. En réalité, ils n'ont jamais été construits à cause de la corruption. C'est donc vraiment utile pour eux. Et je pense vraiment que Poutine voulait que ça fonctionne. Donc ce type, il fait plutôt partie de la jeune génération. Ce n'est pas un ancien général. Il les a recrutés dans le privé sans remarquer que ce type venait aussi du privé. Il fournit des toilettes à l'armée russe au double du prix. Désolé, Poutine voulait que ça marche pour lui comme un accord ou que ça marche vraiment pour la Russie. Oui, je pense qu'il voulait que ça marche pour la Russie en tant que pays. Donc il essaie de trouver un Fyodorov russe et un Madyar russe, le chef des forces des systèmes sans pilote, leur équivalent. Mais il a vraiment du mal parce que tout est tellement corrompu. Et même s'il fait venir des gars du secteur privé, ce ne sont pas de vrais entrepreneurs, mais simplement des gens qui ont des connexions avec l'armée russe. Et donc auparavant, ils construisaient beaucoup de toilettes coûteuses pour l'armée russe. Et maintenant, ils construisent des drones hors de prix. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je serais terrifié d'être ce gars, car Poutine dit « J'ai besoin de très bons drones ». Et lui répond « Oui, on les a vraiment fabriqués ». Les gens tombent souvent des balcons en Russie, et je ne sais pas si je voudrais m'y opposer. Oui, auparavant, il était responsable, je crois, des drones Soudoplatov. Et ils étaient tellement mauvais que beaucoup de membres des forces spéciales russes se faisaient exploser en essayant de lancer ce drone parce qu'ils étaient très peu fiables. Et donc même avec ce bilan, il a été nommé en quelque sorte principal fournisseur de l'armée. Je suis sûr qu'il gagne beaucoup, mais je n'aimerais pas être à sa place. Revenons aux drones ukrainiens. Je faisais une vidéo ce matin, les frelons, le bourdon, ces nouvelles choses. Existe-t-il un drone ou une technologie de drone dont vous pourriez parler?
Que vous pensez que les gens ne connaissent pas, que vous trouvez, pour utiliser un mot particulièrement cool? Je pense qu'il faut surveiller les robots terrestres. Les Ukrainiens, je crois qu'ils préparent quelque chose, mais personne n'en est sûr. Donc si j'étais les Russes, je fuirais l'Ukraine très vite parce que quelque chose les attend vraiment. Vous voyez? Oui, je pense aussi. Je n'entrerai pas dans les détails sur ce sujet. Bien sûr. En ce qui concerne les capacités de drone que vous n'avez pas, y a-t-il quelque chose que vous pensez que nous devrions ou que l'Ukraine devrait avoir davantage en termes de capacité ou de production? Ou y a-t-il quelque chose que vous estimez ne pas avoir et qui devrait être corrigé? Je pense que l'Ukraine s'en sort bien, mais le seul problème majeur que je vois en ce moment, ce sont les plans russes d'envahir peut-être la Lettonie, de tâter le terrain en Lettonie, ou peut-être un autre pays balte. Donc, d'après ce qu'il semble pour l'instant, ils préparent leur district militaire de Leningrad, leur groupe de forces du Nord, qui acquiert actuellement de l'expérience en Ukraine. Ils les font un peu tourner, attaquant Soumy et le nord de l'Ukraine pour leur donner de l'expérience et peut-être les préparer à une invasion de la Lettonie cet été. L'armée biélorusse fera probablement juste quelques mouvements à la frontière, mais n'attaquera pas elle-même car elle n'est pas très fiable et n'est pas vraiment à la hauteur de la tâche. Mais ils veulent attirer l'attention de l'OTAN, notamment celle de la Pologne et de la Lituanie. Mais je pense que la véritable attaque visera la Lettonie, car ses forces sont objectivement plus faibles que celles de l'armée estonienne, et ils voudraient attaquer le partenaire le plus faible. Et c'est là que l'OTAN jouera un rôle majeur, en particulier l'armée britannique, qui est responsable de la défense du flanc Est. Et l'armée britannique essaie d'avancer avec des drones. Il y a cette 11e brigade qu'ils modernisent et équipent de drones. Je pense qu'ils doivent avancer bien plus vite. Et j'ai récemment écrit un article dans la British Army Review où j'ai expliqué exactement comment ils doivent mettre en œuvre ces réformes. Et j'espère aussi avoir l'occasion de m'adresser à la direction de l'armée cet été. Pouvez-vous me parler un peu de ces réformes, ce que vous aimeriez qu'ils fassent? Oui. Donc essentiellement, ils doivent entamer un processus de dronification. J'ai inventé ce verbe et un officier de l'armée britannique a dit « Oh, c'est vraiment bien ». Pourquoi ne pas commencer à l'utiliser? Quels sont les mots de l'année? Oui, donc la dronification est essentiellement un processus au cours duquel vous introduisez des drones dans tout ce que font votre armée, votre marine et votre force aérienne. Et pour cela, il vaut toujours mieux avoir une sorte d'organisme responsable, car l'inertie institutionnelle des grandes organisations les empêchera de mettre en œuvre ces réformes assez rapidement. Et la dronification devra se faire de bas en haut, comme en Ukraine et en Russie, mais aussi de haut en bas. Donc, de bas en haut, la dronification en pratique signifierait permettre à vos brigades et divisions d'expérimenter avec des drones et d'avoir un accès direct à un marché de drones similaire à Brave One. Ainsi, ils peuvent dire « D'accord, nous avons besoin de tel ou tel drone », bien sûr dans les limites établies de leur autonomie. Grâce à cette expérimentation, ils pourraient acquérir une expérience pratique avec les drones. Ce ne sont pas seulement les unités de première ligne, les unités logistiques ou d'évacuation médicale ont aussi beaucoup changé. Votre gestion logistique pour transporter les fournitures et évacuer les blessés a vraiment évolué. Et donc, la dronification descendante impliquerait la création d'un équivalent de force dédié au système sans pilote, comme une branche séparée soit de votre armée, soit des forces armées en général. Que penses-tu de Trump? Parce qu'il vient d'allouer, ce qui me vient à l'esprit, c'est 48 milliards, mais je crois que c'était à peu près ça. 56 milliards, merci, à ce que nous avions théorisé il y a quelques vidéos comme étant une force de drone. Je fais passer mon message au chef, au Pentagone. Et j'espère que mon livre a déjà été transmis au numéro 3 du Pentagone grâce à mes contacts. Et j'espère qu'ils sont en train de le faire. Mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas accès à ça. Je ne peux pas lire dans leurs pensées, mais je reste très prudent. Donc parce que pendant ces grandes transitions d'une génération de technologie militaire à une autre, personne ne sait vraiment quoi faire. Et donc, ils peuvent allouer le budget de la mauvaise manière. Par exemple, ils peuvent se concentrer uniquement sur les gros drones, alors que la majorité des destructions en Ukraine se produisent sur les lignes de front. Donc je pense qu'ils peuvent négliger les drones tactiques, les petits FPV, et acheter de grands systèmes comme Predator ou Reaper.
Et je crains simplement que si l'argent va uniquement aux grands fabricants de gros drones, ils ne seront pas compétitifs face aux Chinois sur le plan tactique. Et par exemple, les Chinois peuvent les submerger avec des drones marins qui lanceront des drones aériens qui attaqueront des cibles au sol, par exemple. Et sont-ils prêts pour ça? Je ne sais pas. Il est essentiel de créer la structure avant d'allouer les fonds, mais je constate qu'ils financent sans que la structure soit forcément adaptée. Il faut une structure permettant des itérations, car personne ne sait quels drones seront nécessaires. Et je suis vraiment inquiet que ce système soit vraiment classé top secret et qu'il n'ait pas été examiné par des analystes militaires ou des journalistes. Et puis ils arrivent et les disent « Bon d'accord, on a acheté genre 1000 Reapers et ils se font abattre en, je ne sais pas, 5 jours. » Je ne me souviens plus exactement combien coûte un Reaper, mais pour 56 milliards. Et si tu prends ça et que tu l'alloues au drone, ça me semblerait vraiment insensé de ne pas prendre, je ne sais pas, tu imagines ce que le secteur privé pourrait faire avec, pas le secteur privé traditionnel, mais un petit secteur privé innovant pourrait faire avec genre 10 milliards. La quantité d'innovation serait juste incroyable, ouais. L'Amérique a vraiment les ressources qui, à première vue, manquent à l'Ukraine et à la Russie. Mais l'argent, ce n'est pas la seule chose qui compte, parce que la Russie a, je ne sais pas, 10 fois plus d'argent que les Ukrainiens, mais les Ukrainiens ont réussi à les déjouer. Et donc si l'Amérique a 10 fois plus de budget que la Chine, par exemple, si la Chine utilise intelligemment son propre budget, et que l'Amérique néglige les drones tactiques, ou ne prête pas suffisamment attention aux fréquences ou aux liaisons de communication, cela peut poser des problèmes. Donc je pense que l'Amérique, ce que je leur recommanderais de faire, c'est d'être plus ouverte, pas sur les produits spécifiques, mais sur la structure générale qu'ils créent, et de laisser les autres leur donner des retours. Je peux leur donner des retours, par exemple. Je me demande si vous avez en Ukraine une expression équivalente à l'anglais « la nécessité est la mère de l'invention ». Et j'ai l'impression que vous pouvez mettre autant d'argent que vous voulez dans quelque chose, mais si vous avez moins d'argent et que vous avez vraiment un besoin urgent de drones, pas cher, c'est vraiment un gros problème. Et je suis vraiment inquiet quand Donald Trump dit que l'Amérique n'a pas besoin de l'Ukraine parce que la Chine ne va pas, la Russie ne va pas fournir d'aide à l'Amérique en matière de drones. Seuls 2 pays possèdent une grande expérience et expertise technique dans la guerre par drone, l'Ukraine et la Russie. Donc la Russie n'aidera pas les États-Unis de sitôt, et l'Ukraine est prête à aider. Pourquoi essaient-ils de réinventer la roue et de tenir les Ukrainiens à distance? Travaillez simplement avec nous. Je ne veux pas dire que c'est de l'ego, mais on a l'impression que personne n'a pu égaler la puissance militaire de l'Amérique depuis très longtemps. Je pense qu'en tant que président et chef de l'armée, il doit être difficile d'admettre « Oh non, ces gars-là font mieux que nous ». On devrait peut-être en tirer une leçon, car l'Amérique a dominé militairement pendant 70 ans. Ouais, mais si tu regardes l'histoire, l'armée française était la plus puissante dans les années 1920 et 1930, et regarde ce que la Wehrmacht lui a fait en 1940. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs, les Français avaient de meilleurs chars. Et selon le général Guderian, qui était colonel à l'époque, il a dit aussi que les chars étaient en de meilleure qualité, les chars français. Pourquoi ont-ils perdu? Parce que les Allemands ont innové dans le déploiement des chars. Les Allemands les ont regroupés, tandis que les Français les ont dispersés comme soutien à l'infanterie dans leur division d'infanterie. Et c'est là que la véritable innovation compte, et que le savoir-faire est important. Parce que si l'Amérique produit tous ces drones, mais ne sait pas comment les structurer ou les déployer efficacement, l'ennemi peut simplement, par exemple, concentrer les siens sur des points critiques, ou simplement utiliser d'autres méthodes pour compenser leur supériorité numérique. Ça me paraît étrange que l'Amérique ne cherche pas à faire un peu comme certains pays du Moyen-Orient où c'est du genre « Ok, vous connaissez beaucoup de choses sur les drones. Nous, on a beaucoup d'argent. Et si vous nous en appreniez davantage sur les drones, on vous paierait et vous pourriez en fabriquer plus pour lutter contre ceux qu'on déteste. » Ouais, c'est juste que, tu sais, je n'aime pas toutes les personnes avec qui je travaille. Non, d'accord. Le même conseil pour toi. Mais je parle de Trump et Zelensky. Ils semblent avoir une certaine animosité personnelle, tout ça. Oui, mais il est dans l'intérêt stratégique des 2 pays de coopérer. Je pense que c'est logique pour eux. S'ils ne veulent pas gérer ça personnellement, ils peuvent le déléguer à des professionnels qui régleront tout ça. Mais oui, si tu n'aimes pas quelqu'un, délègue simplement ça à quelqu'un d'autre. Fais le nécessaire. Fais le nécessaire. C'est étrange. Tu n'as pas à être amis, juste à travailler ensemble, et c'est très important. Tu as mentionné la Lettonie et l'OTAN, le déclenchement possible de l'article 5, ce genre de choses.
Et cet été? Oui, cet été. Le problème, c'est que Poutine sait que l'armée britannique et d'autres armées drascon traversent cette dronisation, même de façon officieuse, ou qu'elle prévoit normalement de le faire très bientôt. Et sa fenêtre d'opportunité, c'est que la Russie possède la technologie des forces de système sans pilote, alors que l'Occident est encore à la traîne à cet égard. Et si cette technologie est responsable de 80 à 90% de toutes les pertes et victimes sur le champ de bataille, pourquoi ne pas utiliser votre avantage comparatif à cet égard tant que la fenêtre d'opportunité est ouverte? Et donc, d'un point de vue militaire, il est logique pour eux de lancer cette invasion. Et la logique ici, c'est qu'ils utilisent en fait une approche indirecte. Donc, d'abord, vous battez les Européens, puis vous les forcez à couper l'aide, surtout l'aide financière, à l'Ukraine, comme les 90 milliards de dollars par exemple, ou les euros qui ont été récemment alloués. Et si l'argent cesse d'affluer vers l'Ukraine, alors l'Ukraine est fichue parce qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour soutenir le combat toute seule. Donc, vous pensez qu'il n'y aura ni zone grise, ni cyber, ni oups, nos drones ont survolé la frontière et sont tombés dans un champ. Vous pensez qu'il pourrait utiliser certaines méthodes hybrides au début, surtout pour lancer l'opération. Mais la principale force de frappe viendra probablement des forces de drones russes. Donc ils vont probablement concentrer leurs meilleures forces, comme Rubicon, Sudnidian et d'autres. Et afin de submerger rapidement les systèmes anti-drones de l'OTAN et leurs opérateurs de drones, ils pourront ensuite faire tout ce qu'ils veulent. Et ils essaieront de le faire rapidement. Donc pour submerger l'OTAN avant même qu'ils ne pensent à utiliser les armes nucléaires ou d'autres options, ou qu'ils auront le temps d'amener des deuxième et troisième échelons pour combattre en Europe. Donc je pense qu'ils essaieront de le faire rapidement. Cela dépend de Poutine, qui repousse souvent les décisions. Je suis convaincu qu'il a des plans d'invasion et qu'il les applique. Mais s'il donne le feu vert final, bien sûr, en cas de percée massive en Ukraine, il pourrait alors changer d'avis. Donc je pense que l'Ukraine pourrait sauver l'Europe un jour. Si ce n'est pas déjà le cas, je veux dire, vous avez mentionné l'idée que Poutine ou la Russie entre en Lettonie et puis vous avez utilisé le mot vaincre pour vaincre l'Europe, pour couper le financement à l'Ukraine. Je dirais que Poutine ne s'en sort même pas très bien en Ukraine, même avec les forces européennes très désorganisées et pas préparées. Et imaginons même que l'Amérique ne réagisse pas et que Trump ne réponde pas à l'article 5. Est-il réaliste que la Russie puisse vaincre l'Europe au point de lui imposer une pression financière et dire « plus d'argent » ? J'ai vu qu'il y avait, vous en avez parlé sur votre chaîne à propos de certains des exercices récents impliquant un bataillon mécanisé, un bataillon de l'OTAN contre une douzaine d'opérateurs de drones ukrainiens de la Shields Drone Group, je crois. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que si une poignée, littéralement une poignée, comme une section d'opérateurs de drones ukrainiens, peut détruire tout un bataillon mécanisé en un jour ou deux. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passera si la Russie concentre 20 000 opérateurs de drones contre quelques brigades stationnées là-bas? Donc ce que je dis, c'est que la guerre a vraiment changé. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de chars ou d'avions tu as, mais combien de systèmes de drones et de lutte anti-drones tu possèdes. Et la Russie devance vraiment l'OTAN de loin à ce niveau-là. Donc le seul espoir pour l'OTAN, je pense, serait de stationner des forces de drones ukrainiennes, peut-être en Lettonie, ou de développer suffisamment les capacités locales. Qu'en penseriez-vous? Parce qu'évidemment, cela semble très bénéfique pour l'Europe, mais retirer des opérateurs de drones d'Ukraine semble affaiblir l'Ukraine. Oui et non, parce que cela répartit vraiment le risque. Si vous regardez le risque, si la Russie parvient à vaincre les pays baltes et par exemple à vaincre la Pologne, parce que tous les chars que la Pologne achète actuellement sont assez inutiles sur le champ de bataille moderne, car ils seront détruits très rapidement. Donc même 1 millier de chars ne fait pas le poids face aux forces russes avancées de drones. Donc je pense que cela a du sens pour les Ukrainiens. Oui, je vois cela comme une sorte d'affrontement, un affrontement plus large. Et ici, la Russie dit « D'accord, voici le point faible de l'Ukraine. » C'est, même si cela peut sembler étrange à première vue, c'est l'OTAN. Le point faible, c'est que c'est petit. Il n'y a pas de profondeur stratégique, seulement quelques centaines de kilomètres. Si vous frappez là, dans leur ventre mou, et que vous débordez l'Ukraine de cette façon, vous la coupez de la Pologne, même physiquement. Et si l'Ukraine envoie une partie de ses troupes pour couvrir le point faible, c'est logique, comme les 300 Spartiates qui ont été utilisés pour arrêter l'invasion perse.
Oui, je suis d'accord dans une certaine mesure, mais c'est quand même une sacrée affirmation de dire que la Russie ne peut pas battre l'Ukraine. La Russie a peur des opérateurs de drones ukrainiens. C'est vrai. Donc tu penses que la Russie est tellement en avance en matière de drones et que l'OTAN est tellement en retard qu'ils ne pourraient pas affronter la Russie avec leurs drones de façon réaliste? Oui, je pense que la Russie n'a pas peur de la puissance aérienne de l'OTAN. Je vais expliquer pourquoi. Ils ont juste besoin de pouvoir le créer. Une bulle de déni d'accès pour leur puissance aérienne suffisamment longtemps pour protéger les opérateurs de drones. Et c'est tout ce dont ils ont besoin, juste quelques jours, et ensuite ils déferleront sur les pays baltes. La seule chose qui les effraie vraiment et qui peut dissuader serait que l'Ukraine envoie officiellement une grande brigade de drones pour protéger les pays baltes, avec une annonce médiatique. Cela servirait de dissuasion et pourrait éviter un combat. Mais je pense que cela devrait être annoncé et qu'en pratique, une brigade ukrainienne ou une partie de celle-ci soit envoyée là-bas. Cela ne serait peut-être pas bon politiquement pour Zelensky, car c'est une personne très axée sur les relations publiques. Donc il regarde comment cela va paraître. Mais moi je suis analyste militaire, donc je parle en tant que conseiller militaire. Je dis que d'un point de vue militaire, il est logique de protéger ses points faibles, ses points vulnérables par lesquels l'ennemi peut percer. Actuellement, ce sont les pays baltes, car le front ukrainien est solide. Mais les pays baltes sont le point vulnérable. Et s'ils prennent les pays baltes et envahissent la Pologne, alors l'Europe pourrait vouloir conclure un accord avec la Russie qui laisserait l'Ukraine sans les moyens financiers de poursuivre la guerre. Donc, tu penses qu'assez de pression sur l'OTAN ou l'Europe, et cela suffirait à créer une situation où il n'y aurait plus d'argent? Donc, ce n'est pas forcément une question de pression. Oui, eh bien par exemple dans un scénario donné. Ce n'est pas totalement irréaliste si les pays baltes sont envahis en une semaine, puis qu'une grande partie de la Pologne est également envahie et que tous les chars polonais sont détruits. Et les généraux polonais semblent se préparer à la dernière guerre. Ils pensent à combattre comme dans les années 80. Donc je pense que certains pays européens, comme l'Allemagne, exerceront une pression politique. Le rouge indique que les partis traditionnels allemands peinent. Si une opportunité se présente, l'AfD acceptera de conclure un accord avec la Russie. Il suffirait d'abandonner les Ukrainiens pour ne plus avoir de problème avec la Russie, qui pourrait même céder des parties de la Pologne en signe de bonne volonté. Mais ils pourraient rester en Lettonie, en Lituanie et en Estonie, juste pour assurer leur sécurité. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que l'Occident doit vraiment prendre conscience de la révolution des drones, qu'il doit utiliser l'Ukraine autant que possible et qu'il doit le faire dès maintenant. Donc dès demain, littéralement. Avant d'aborder les contre-mesures, notamment pour les drones, j'ai une question. Le nucléaire n'était même pas un sujet. La Russie, une puissance nucléaire, attaquerait une nation de l'OTAN protégée par le parapluie nucléaire américain. Est-ce que c'est quelque chose qui n'arrivera tout simplement pas? Ce sera toujours une guerre conventionnelle. Il y a toujours une possibilité de recourir au nucléaire dans une guerre totale entre l'OTAN et la Russie. Mais la Russie parie qu'elle essaiera d'utiliser d'abord certaines méthodes hybrides, et quand elle passera à l'offensive, ce sera massif. Et nous essaierons de submerger les pays de l'OTAN sur le flanc Est avec une concentration de forces de drones, et nous essaierons de le faire rapidement, avant qu'ils ne réagissent. Et ils soutiendront cela par un certain chantage nucléaire, comme au début de la guerre lors de l'invasion de l'Ukraine. Poutine a déclaré que toute tentative d'intervention pourrait entraîner l'usage d'armes nucléaires. Donc la position de l'Amérique reste encore floue. C'est une autre raison pour laquelle il voudrait agir le plus tôt possible. Donc les États-Unis sont impliqués dans le conflit avec l'Iran. Ils pourraient manquer de courage pour utiliser des armes nucléaires contre la Russie ou mettre du temps à envisager cette option. Donc la Russie misera sur des forces de drones écrasantes et une sorte de campagne éclair, comme une offensive éclair de drones pour tout terminer rapidement et lancer un ultimatum à l'Union européenne pour qu'elle cesse son aide à l'Ukraine. Et ensuite, si l'Ukraine flanche, en réalité c'est le seul pays qui peut arrêter l'invasion russe. La Russie pourra ensuite agir librement en Europe, l'Europe manquant de forces de drones pendant encore un certain temps. Donc si l'Ukraine est vaincue faute d'aide financière, alors la Russie pourra créer sa propre sphère d'influence dans les pays de l'Est, voire en Allemagne si l'AfD arrive au pouvoir.
Donc nous vivons une époque intéressante, comme le disait le proverbe chinois, mais pas dans le bon sens du terme. Ah, Tiff, je comprends l'argument qui dit que c'est le moment pour la Russie parce que Trump, on ne sait pas ce qui va se passer. L'Europe est faible, on voudrait tout automatiser avec des drones. Dronifier, c'est bien le mot? C'en est un nouveau, celui-là. J'ajoute dronifier à mon vocabulaire. L'Europe est en train de se dronifier ou du moins de commencer à le faire, espérons-le. N'y a-t-il pas aussi l'argument que la Russie est à bout de ressources? Parce qu'ils mettent tout ce qu'ils ont. Et je ne suis pas sûr de leur capacité de fabrication de drones, mais je lisais justement que la conscription et l'intégration de nouvelles recrues se font à un rythme inférieur à celui des pertes qu'ils subissent. N'y a-t-il pas aussi l'argument que la Russie est maintenant affaiblie et que s'étendre et faire la guerre à la France serait historiquement une erreur? Ça ne leur a jamais vraiment réussi. Oui, c'est un risque. Et c'est quelque chose dont le ministère russe de la Défense, leur état-major général et Vladimir Poutine sont sûrement conscients. Mais en temps de guerre, il est souvent payant de faire ce que l'ennemi n'attend pas. Et l'avantage, de leur point de vue, avec cette attaque massive de drones, c'est que vous pouvez concentrer et masser vos opérateurs de drones en secret. Parce que si vous faites un déploiement conventionnel de forces comme des chars, de l'artillerie, des blindés, des avions, l'ennemi pourra facilement le détecter grâce aux satellites et aux capteurs conventionnels. Mais s'ils envoient, disons, 10 000 opérateurs de drones et qu'ils les dispersent, ils peuvent utiliser des voitures civiles pour les transporter, etc. Il est vraiment difficile de découvrir cette concentration de force. Ils peuvent renoncer à la concentration de l'artillerie, des blindés et de la puissance aérienne afin d'augmenter leur effet de surprise dans cette affaire. Je dirais donc, n'utilisons pas de matériel conventionnel, concentrons nos forces de guerre électroniques de lutte anti-drone et de drones. Et c'est là que ça devient vraiment important, parce que par exemple, si on se réveille demain et qu'il y a une attaque et qu'on dit d'accord, la Russie a attaqué la Lettonie et a avancé de 50 km, d'accord, il y aurait de la panique dans les rues. Les gens tenteraient sûrement de prendre le train pour l'Europe de l'Ouest partout en Europe de l'Est, notamment en Pologne et sans doute ici en République tchèque. Parce que de cette façon, ils vont déloger l'ennemi aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc, à cause de l'effet de surprise, et précisément parce que l'OTAN ne s'attend pas à ce que la Russie ouvre un second front, il pourrait vouloir tenter le coup. Donc, personne ne sait vraiment. Mais je pense que l'OTAN doit être prête, surtout les forces déployées là-bas. Elles doivent avoir leurs drones prêts. Ils essaient de construire un mur de drones. Mais je pense, selon les estimations officielles, qu'il sera prêt en 2027. C'est précisément pour cette raison qu'il est dans l'intérêt militaire russe d'attaquer maintenant. Je pense que peu importe où en essaie la Russie et si la Russie est prête pour un second front ou quelque chose comme ça, l'OTAN doit quand même se préparer. Oui, absolument. Et cela agira comme un moyen de dissuasion. Si la Russie voit qu'ils ne sont pas le point faible de la confrontation avec l'Occident, il pourrait pas décider que ce n'est pas le bon moment. Parce que Poutine, d'un côté, il peut sembler fou, mais il est en réalité très peu enclin à prendre des risques. Il a attaqué l'Ukraine précisément parce qu'il pensait que c'était une cible faible. Mais je crains qu'il ne reçoive des rapports disant que l'OTAN est une cible faible en ce moment. Le flanc Est, lui, l'Est. Oh mon Dieu. Ouais, c'est parti. Oui, donc on est vraiment inquiet à ce sujet. Et ces guerres en Iran, les détroits d'Iran, tout cela ajoute de l'incertitude et des risques économiques. Et si cela se superpose à une campagne en Europe de l'Est, nos marchés vont paniquer. La Russie espère des concessions politiques, et l'arrêt de l'aide militaire, c'est tout ce qu'elle souhaite. Peut-être veut-elle aussi une partie de l'Estonie. Mais tu penses que c'est vraiment pour une partie de l'Estonie ou qu'ils veulent juste provoquer l'OTAN et voir ce qui se passe? Je pense qu'ils veulent toute l'Estonie en fait. Parce que l'Estonie les irrite vraiment, parce qu'elle se rapproche de l'Occident. Et je pense que leur objectif politique est de redonner sa grandeur à la Russie, on peut le dire. Comme réintroduire les sphères d'influence qu'ils avaient en Europe de l'Est. Donc l'Estonie peut être indépendante sur le papier, mais si la Russie contrôle les élections et installe comme tous les pays d'Europe de l'Est qui étaient techniquement indépendants, alors qu'en réalité ils faisaient partie du pacte de Varsovie et... La Tchécoslovaquie a découvert qu'elle ne pouvait pas vraiment faire grand-chose en 1968 et en 1957, je pense que la même chose est arrivée en Hongrie. Donc je ne sais pas comment ils veulent structurer cela, mais ils veulent retrouver leur influence et ils veulent toute l'Ukraine, c'est certain.
À quel point crois-tu que c'est motivé par Poutine? Quand tu parles de récupérer ceci ou de retrouver leur influence, cela semble venir de lui. Ça ressemble un peu à un gars qui était nostalgique du bon vieux temps. Ce n'est pas quelque chose qu'un pays décide, je n'ai pas l'impression que ce soit une décision collective. On dirait plutôt la décision d'un homme. Tu penses que Poutine est vraiment à la manœuvre là-dessus? Ou tu penses que c'est plus que ça? Ou bien c'est vraiment ça? Oui, bien sûr, Poutine, oui. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc je pense qu'au début, il a essayé de travailler avec l'Occident et de redonner sa grandeur à la Russie par des moyens diplomatiques. Mais maintenant, il a été isolé pendant la pandémie de Covid. Il était assis dans son bunker et était influencé par les frères Kovalchuk et d'autres partisans de la ligne dure. Et nous devons comprendre que c'est un ancien agent du KGB et qu'il a été endoctriné au marxisme-léninisme, qui s'est ensuite transformé d'une certaine manière dans sa tête en blabla sur la Russie. Je ne sais pas comment cela coïncide, mais parce que les marxistes et les léninistes étaient de nature cosmopolite et non nationaliste. Cela s'est mêlé à l'idée que la Russie est combattue par l'Occident depuis des siècles, a été opprimée par lui et que l'Occident veut la détruire. Et ce récit a été diffusé par les canaux officiels à la télévision russe depuis plus de 20 ans. Donc une grande partie de la population a été conditionnée. Et si l'on regarde les précédents de ce genre de choses en Europe, comme pendant la période nazie, la plupart des gens, je pense, en Allemagne, soutenaient vraiment les nazis parce qu'ils étaient conditionnés, et toute personne qui s'opposait à cette idée était envoyée dans un camp de concentration. Et des choses de similaires se produisent en Russie. Si le régime tombe, bien sûr, ils diront « Oh, je sais, j'étais aveugle » ou « J'ai été manipulé ». C'est suivre les ordres. Oui. Oui, mais pour l'instant, je pense qu'une grande partie de la population soutient la guerre ou au moins soutient le président. Ils disent « D'accord, il sait mieux quoi faire ». Tu penses que c'est répandu? Tu penses que c'est le cas dans toute la Russie ou que c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve en ville? Je pense que c'est plutôt dans les provinces et chez les gens plus pauvres, comme les personnes avec moins d'éducation qui le soutiennent davantage. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ce sont justement ces gens-là dont les familles souffrent le plus, puisque la Russie ne veut pas mobiliser les conscrits des villes. Elle préfère prendre des gens des provinces et ce sont eux qui meurent. Et pourtant, ils continuent. Sa base politique parce qu'il a essentiellement essayé de les acheter avec ses mesures économiques. Oui, et il les peine bien. Donc si vous êtes, par exemple, la veuve d'un soldat russe, comme il était alcoolique et qu'il vous battait auparavant, bien sûr vous recevrez une bonne somme d'argent pour sa mort ou vous récupérerez son salaire. Donc ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc bien sûr, il pourrait y avoir un certain mécontentement, mais s'il a les ressources et qu'il paie vraiment bien ses mercenaires russes, peut-être que cela pourrait être politiquement faisable pour lui de mener la guerre. Mais je n'y crois pas vraiment. Il doit lever une immense armée de conscrits. Parce que si ces ministres de la Défense sont assez intelligents, ils se concentreront sur les drones et la puissance des drones, et il n'aura pas besoin d'autant de conscrits pour cela. Il suffit d'avoir quelques opérateurs, peut-être 100 000. Tu dis qu'ils sont intelligents, mais beaucoup de Russes meurent. Ouais, personne ne s'en soucie en Russie. Littéralement, je le voudrais. L'illusionniste a dit que l'une des erreurs qu'il a commises, c'est qu'il pensait qu'une fois que les Russes commenceraient à revenir dans des sacs, en gros, la population russe arrêterait de soutenir la guerre. Historiquement, la Russie a toujours été très résiliente face aux pertes humaines. Pourquoi? Tu penses que c'est simplement une question de culture? Parce que, comme tu dis, historiquement, ça a toujours été des vagues humaines. Je me souviens avoir lu un livre et c'est un soldat qui tombe. Le gars derrière lui n'a pas d'arme, il ramasse l'arme de ce gars et il continue. Pourquoi? Genre, ça ne passerait pas. Je ne sais pas. Je viens du Royaume-Uni. Là-bas, c'est toujours. Tu suis ce gars, puis quand il meurt, tu prends son arme et tu te fais tirer dessus. Eux préfèrent éviter ça. Ouais. Je pense que ça revient à la mentalité russe. Comme Churchill disait que la Russie est une énigme enveloppée dans un mystère. Je le reformule. Enveloppé dans quelque chose. Enveloppé dans quelque chose. Ouais. Donc, le peuple russe est très fataliste. Ils pensent que s'ils doivent mourir, ils mourront. Et ils sont aussi vraiment obéissants. Je pense que ça a peut-être quelque chose à voir avec les influences asiatiques des Mongols. Peut-être même, parce que pour eux, une personne n'est qu'une ressource dans les armées mongoles.
Et je pense qu'une attitude similaire s'est transmise jusqu'à Ivan le Terrible, Ivan le Terrible, ou Pierre le Grand, ou Catherine la Grande et d'autres. Ils l'ignorent soit complètement, ou même plus tard, avec Lénine et Staline, ils ignorent totalement la souffrance humaine et les pertes humaines. Pour eux, la fin politique compte plus que les moyens par lesquels elle est atteinte. Donc si 1 million de soldats russes meurent, même Poutine, lors d'une conférence, il a dit qu'il vaut mieux mourir dans ma guerre que de mourir à cause de la vodka ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'il a dit. Et bien sûr, cela ne passerait pas dans un pays civilisé comme le Royaume-Uni. Mais en Russie, cela n'a même pas fait sourciller, parce qu'ils sont tous d'accord avec ça, parce que la plupart des gens qui sont enrôlés dans l'armée ou qui y vont volontairement signent un contrat, parce que la plupart d'entre eux sont des contrachniki. Ils signent donc volontairement des contrats en échange d'argent. Et c'est le compromis politique entre la société et la direction en Russie. Toutes ces personnes s'engagent volontairement parce qu'elles ont besoin d'argent. Il parle de la façon dont cela pourrait changer lorsque, avec le manque d'hommes et la Russie perdant autant d'hommes, Poutine devra commencer à puiser dans les villes et la population éduquée. Et que cela pourrait être le point de bascule. Tu as dit que les corps revenaient au pays dans des sacs mortuaires, mais ce n'était pas ce à quoi les gens s'attendaient. Penses-tu qu'il en sera de même quand il prendra ces gens des villes et que cela ne changera rien au final? Oui. Dans mon livre, en fait, j'ai mentionné la discussion que nous avons eue dans les cercles du haut commandement au début de 2024. Quelle stratégie adopter? Et Syrski insistait toujours. Je n'ai pas vu le plan car il est hautement classifié. Mais ce que j'ai compris des personnes qui le connaissent, c'est qu'il misait sur l'usure et sur le fait d'essayer de tenir plus longtemps que les Russes. Comme l'Ukraine est soutenue par d'énormes ressources de l'Occident. Et il pensait qu'il serait soutenu indéfiniment. D'une façon ou d'une autre, les Russes manqueront de soldats ou de ressources. Je pense que c'est une grosse erreur. Et il faut se concentrer, utiliser les drones de manière efficace et innovante, comme concentrer vos drones au niveau opérationnel, percer et encercler une grande partie d'un groupement de forces russes. Nous parlons de l'encerclement de 25 000 ou 100 000 soldats russes. Et c'est à ce moment-là que la Russie sera en quelque sorte détruite, et aussi psychologiquement déstabilisée par cet encerclement et de nombreux prisonniers de guerre russes. C'est à ce moment-là qu'il sera possible de proposer des négociations, comme négocier à partir d'une position de force. Mais malheureusement, les unités de drones ont continué à être dispersées, à peu près de manière égale. Il n'y avait aucune concentration. Plus tard, ils ont commencé à les concentrer, mais dans une moindre mesure dans la région de Koursk, et cela a eu un certain impact positif. J'ai également expliqué cela dans mon livre. Et actuellement, ils ont commencé à concentrer et à créer de grandes formations de drones. Début 2024, j'ai proposé de créer une brigade conjointe, précisant que le même initiateur pouvait en créer d'autres. J'ai insisté pour l'utiliser. Nous en avons parlé à ce moment-là. En 2 mois, vous pouvez créer une brigade de drones. Et ils ont seulement dit « D'accord, pour l'instant, une compagnie de drones par brigade nous suffit. » Et ensuite, d'accord, faisons-en un bataillon. Et puis, d'accord, vous avez des brigades et maintenant vous voyez que votre brigade est vraiment performante. Mais ils ont perdu cet avantage du premier arrivé parce que les Russes sont toujours un pas derrière. Donc, ils ont besoin d'une augmentation radicale de leur capacité en matière de drones. Pensez-vous qu'ils vont écouter? J'espère que oui. J'essaie de les convaincre. Ils font quelque chose. Ils font toujours quelque chose, mais pas tout. Et ils s'en mêlent un peu, par exemple, je soumets des plans, et ils essaient un peu de les améliorer, l'état-major et Syrski. Et ça finit toujours mal, ça rend le plan pire. Par exemple, je peux le dire parce que cette opération est presque terminée. Comme à Laipola, je leur ai dit de se concentrer sur les hauteurs près de Timerivka, sur ce front d'environ 10 à 20 km, mais pour une raison quelconque, Syrski a décidé d'attaquer sur un front de 100 km, et cela a vraiment trop dispersé les unités de drones. Et il n'y avait pas, et ils ont presque réussi à passer, en fait, même avec cette idée pas très bonne d'élargir trop le front d'attaque. Ils ont presque réussi à passer. Peut-être que la prochaine fois, ils écouteront davantage ce que je dis. Donc tout cela est vraiment très exagéré. Je veux dire pas exagéré. Où sont les drones? Pourquoi n'ont-ils pas envoyé de robots terrestres? Où sont les robots terrestres? J'ai demandé. C'est là-bas, comme la Russie ne pouvait pas le faire. Votre livre est disponible. Ils auraient pu lire cette stratégie. Ils auraient pu regarder cette interview. Que se passerait-il si la Russie adoptait cette stratégie contre l'Ukraine, mais pas l'Ukraine?
Eh bien, l'Ukraine le fait déjà. La première tentative d'attaque de drone a eu lieu lors de l'opération de Koursk, probablement à une moindre échelle, mais le principe avait été compris. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi concentré leurs opérateurs de drones. Donc une fois que l'Ukraine a concentré les siens, les Russes ont dû réagir. Et ils ont concentré leurs meilleures forces, comme Rubicon, et ont frappé les Ukrainiens saillant de Koursk à Sverdlikovo contre ce flanc gauche et ont positionné leurs opérateurs de drones sur les hauteurs là-bas pour couper la route de Souja à Soumy, qui était la principale artère d'approvisionnement. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que les Russes savent déjà tout ça. Les Russes savent déjà toutes ces choses. Ils créent déjà des concentrations de drones sur l'axe principal de progression. Et les seuls gars, et les Ukrainiens le savent aussi. Les seuls qui ne le savent pas, ce sont les généraux occidentaux. C'est pourquoi mon public cible principal, comme je vais à des conférences et à des symposiums. À l'étranger, et j'essaie de convaincre. Je parle à des généraux, des chefs d'armée. Et j'essaie de dire, prenez les drones au sérieux, créez votre propre division de drones, par exemple. Suivez l'exemple ukrainien. Nous sommes prêts à aider et faites-le maintenant. Parce que si la Russie attaque le flanc est de l'OTAN, l'Ukraine sera fortement désavantagée. Donc c'est dans l'intérêt de mon pays, et c'est aussi dans l'intérêt de vos pays. Nous devons travailler ensemble. Et il y a urgence. Vous n'avez pas 10 ans pour passer par cette machine institutionnelle inerte pour revoir le format de vos forces, pour rédiger des livres blancs. Vous devez le mettre en œuvre maintenant. Waouh, même si c'est imparfait. L'Europe est vraiment, vraiment douée pour rédiger des livres blancs. À propos des ressources, n'est-ce pas? La Russie, les hommes, la technologie, les drones, tout est en train d'être construit. On disait que si le soutien occidental disparaissait, l'Ukraine n'aurait pas assez d'argent pour fabriquer les drones et tout ça. Mais ils ont trouvé. Il y a les 90 milliards d'euros. L'expertise des drones part au Moyen-Orient et de l'argent non contrôlé revient. Où cela s'arrête-t-il? Si c'est ça notre ligne de front, avec des hommes qui meurent et beaucoup de drones détruits, où allons-nous? Comment cela se termine-t-il? La seule façon de mettre fin rapidement à cette guerre, et cela aurait dû être fait début 2024, c'est de concentrer une grande partie de vos drones, disons 50 à 70% de vos capacités de drones, sur une section étroite du front au moment et à l'endroit de votre choix, et lancez-la contre la position russe la plus vulnérable. Donc il y a certains prérequis pour une attaque éclair de drone, c'est la surprise. C'est le numéro 1, le deuxième c'est la concentration des forces. Vous pouvez concentrer vos forces. Il y a aussi un terrain favorable, donc vous devez avoir des horizons radio favorables pour positionner vos forces. Et le premier, c'est l'attaque contre toute la profondeur des défenses ennemies avec tous les drones. Donc certains frappent à 20 km, d'autres de 20 à 100 km, et même plus loin, frappant les nœuds logistiques et les centres de commandement plus en arrière. Donc il faut vraiment faire une attaque éclair de drone. Donc il faut faire ce que je dis. S'ils le font, ils vaincront la Russie en quelques mois. Que signifie vaincre la Russie? Cela signifie l'encerclement d'un groupe de force, comme n'importe quel groupe de force, comme 100 000 personnes, et les encercler avec un drone, avec la zone létale créée par les drones, comme établir des positions de drones dans leurs arrières. Et donc ils ne peuvent pas s'échapper et ils sont constamment bombardés par vos drones. Et ensuite, ils commencent à se rendre une fois qu'ils manquent de ravitaillement et qu'ils ont beaucoup de blessés. Quand voyez-vous des colonnes de soldats russes partir en captivité chez les Ukrainiens? C'est alors que la guerre se termine. Et bien sûr, l'Ukraine doit faire quelques concessions aux Russes, comme leur demander de quitter le Donbass, mais leur permettre de garder Sébastopol, par exemple. Poutine et la Russie ont... Quel est le nombre de morts? C'est plus de 200 000 maintenant confirmés, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas sûr que les gens vont faire ça, mais 210 000 serait le chiffre conservateur des pertes russes. Je comprends pourquoi les Russes seraient contrariés par cela, mais Poutine est aux commandes et il a perdu plus de 200 000 de ses compatriotes. Il semble d'accord pour continuer à pousser. Que représentent 100 000 personnes captives pour lui face à tout ce qu'il a déjà perdu? Vous ne détruisez pas la Russie physiquement. C'est impossible. Napoléon a essayé. Hitler a essayé. Il faut les détruire psychologiquement. Il faut briser leur volonté de résister. Et je pense qu'il n'y a pas de moyen plus sûr de briser leur volonté de résister que de lancer une attaque massive de drones et de détruire un des groupements de force. Et s'ils ne veulent pas coopérer, alors détruisez un autre groupement de force.
Continuez comme les Allemands l'ont fait en 1941, par exemple, vous n'avancez pas vers Moscou. Vous vous contentez de nettoyer l'Ukraine et de capturer, je ne sais pas, 400 000 Russes. Je leur donne des conditions acceptables. Oui, s'ils veulent utiliser l'arme nucléaire, eh bien l'Amérique utilisera l'arme nucléaire en représailles, par exemple. Oui, ou le Royaume-Uni utilisera l'arme nucléaire. Donc, et bien sûr, il faut leur donner des conditions conciliantes, comme un compromis. Nous savons que l'Ukraine a gagné, mais elle posera des conditions pour permettre aux Russes de sauver la face. N'allez donc pas trop loin, n'entrez pas à Moscou. Il faut libérer l'Ukraine et leur offrir de bonnes conditions, avec des garanties par exemple que l'Ukraine n'attaquera pas la Russie, et signer un accord. Parce qu'au final, je pense que si vous détruisez les Russes psychologiquement et qu'ils ne veulent plus rien avoir à faire avec cette guerre, alors il serait plus facile de négocier un accord de paix. Parce que actuellement, pourquoi Poutine continue-t-il la guerre? Parce qu'il pense encore qu'il peut s'emparer d'une plus grande partie de l'Ukraine. Parce que la direction politique ukrainienne est déjà d'accord pour geler les hostilités sur la ligne de front. Mais les Russes, eux, veulent encore, d'accord, nous voulons, toujours, tout le Donbass. Et quand ils verront que s'ils continuent la guerre, ils perdront leur part du Donbass, alors leur position de négociation sera différente. Je m'inquiète, nous avons évoqué plutôt le fatalisme des Russes. Je pense aussi à tout ce que Vladimir Poutine risque de perdre si cela ne se passe pas comme il le souhaite. Cela m'inquiète tout simplement. Mais est-il mortel ou immortel? A-t-il peut-être une garde ou un cercle rapproché? Comme Joseph Staline, qui se croyait immortel en 1953. Oui. Je sais ce qui s'est passé. Donc, s'il pousse vraiment les Russes trop loin, et si la Russie s'oppose à la guerre comme les Russes l'étaient en 1917, les conditions sont réunies pour des troubles internes. Et il le sait. Il le sait. Et s'il peut trouver un compromis avec l'Ukraine, subir une défaite et mettre fin à la guerre dans des conditions plus ou moins acceptables, c'est mieux que de finir pendu à un poteau. Qu'est-ce que tu penses qui serait suffisant pour y arriver? Parce que tu parles de défaite, mais je ne pense pas que tu puisses lui présenter ça comme une défaite. Il a besoin, parce qu'il doit pouvoir présenter ça comme une... Il doit probablement présenter ça comme une victoire ou au moins quelque chose dans ce genre-là. Il dira « J'ai remporté une grande victoire parce que nous avons détruit, je ne sais pas, 100 000 drones ukrainiens et qu'ils ont détruit nos armées. » Je veux dire, il peut dire des choses idiotes. C'est juste de la fanfaronnade? Eh bien, la propagande télé dira, acclamez tout ce qu'il dit. Je dis, d'accord, nous avons eu une grande victoire. Nous venons de quitter l'Ukraine, mais nous avons un bout de papier avec Zelensky qui dit que l'Ukraine ne va pas nous attaquer. Ils peuvent inventer n'importe quoi si Poutine le dit. Mais concernant son état psychologique, je pense qu'on devrait avoir un psychanalyste ici, sur notre plateau, juste pour parler de sa santé mentale et de ce qu'il a dans la tête. Mais... Si vous battez l'ennemi psychologiquement, et si vous voyez que toutes leurs attaques ont été vaines, ils ne feront que perdre du territoire, des hommes et des ressources. Alors viendra le moment où, si toute la société est contre les guerres, Poutine. Les responsables, en fait, les sondages auprès des gens correspondent assez bien. S'il voit que tout le monde est contre la guerre, il ne voudra pas répéter la même erreur qu'en 1917. Vous avez évoqué des garanties, dont celle que l'Ukraine n'agirait pas contre la Russie. Je ne pense pas que la Russie serait particulièrement préoccupée par cela, mais je pense qu'il serait préoccupé par l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Penses-tu que ce serait l'une des garanties qui serait offerte à Poutine? Penses-tu que ce soit réaliste du point de vue ukrainien? En théorie, d'après ce que je sais, ni tous les pays européens, ni l'Amérique ne tiennent forcément à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Donc je ne comprends pas vraiment comment cela peut être un atout de négociation. Parce que si l'Amérique ou l'Allemagne ne veut pas de l'Ukraine, pourquoi auraient-ils besoin de négocier pour que l'Ukraine n'entre pas? Parce que c'est déjà acquis. Et bien sûr, ce sera une question politique. Je laisserai à David Arakamia le soin de décider de la formulation exacte de la reddition russe. Il y a eu clairement des discussions sur la fin de la guerre, puis de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour une protection future. Mais comme tu le dis... C'est une question politique. Eh bien, comme nous le voyons, les garanties de l'OTAN ne valent que si l'on croit que les pays les respecteront. Si tu regardes l'article 5, le texte exact dit qu'ils envisageront des mesures pour aider le pays. Il n'est pas dit qu'on ira immédiatement en guerre. Nous ignorons la position exacte de la Turquie et des États-Unis, qui pourraient simplement offrir un soutien moral.
On vous donne des garanties qui ne valent pas plus que le papier sur lequel elles sont écrites. Est-ce que je me trompe en pensant que lorsque l'Ukraine a renoncé à ses missiles nucléaires, elle les a rendus à la Russie alors qu'ils étaient stationnés en Ukraine? Je me trompe ou il y avait un traité de protection? Ça ne vaut parfois pas plus que le papier sur lequel c'est écrit? Oui, exactement, exactement. Et donc la seule chose qui garantira vraiment que ce conflit ne réapparaisse pas, c'est si l'Ukraine dispose de forces armées vraiment puissantes, et en particulier de forces de drones. Si l'Ukraine a les forces dédiées aux drones les plus puissantes, qui ont déjà vaincu la Russie cherchera-t-elle à relancer la guerre pour être à nouveau vaincue? Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Ils y réfléchiront à 2 fois. Et si elle reçoit un soutien, par exemple en coopération avec l'Amérique ou les pays de l'OTAN, sans forcément rejoindre l'OTAN? Je pense que s'il y a cette garantie implicite que l'Ukraine apportera son aide aux pays baltes, je ne sais pas s'il est nécessaire qu'il y ait un traité en bonne et due forme, un traité de défense signé. Je n'en suis pas sûr. Donc je pense que la garantie la plus forte, si l'Ukraine dispose de forces de drones puissantes capables de protéger l'Europe, c'est la meilleure garantie que l'on puisse avoir. Vous avez mentionné les dirigeants ukrainiens, les responsables militaires, ainsi que les dirigeants européens et le fait de prendre le virage des drones. Que pensez-vous si vous pouviez donner un message autre que vous devez poursuivre la dronification maintenant? Si vous pouviez orienter la politique européenne à ce sujet, que suggéreriez-vous? Le problème, c'est que l'argent est déjà alloué. Par exemple, l'Allemagne dépense beaucoup pour la défense. La Pologne dépense d'énormes sommes pour la défense. Mais le problème vient des généraux, ils sont toujours, ou la plupart du temps, en train de se préparer pour la guerre d'avant. Et donc l'Allemagne achète. J'ai parlé à un général allemand à la retraite lors d'une conférence, un lieutenant général. Il avait vu les grades dans la Bundeswehr. Et il a dit qu'ils n'ont même pas de plan clair pour acheter du matériel conventionnel, comme des chars et des véhicules blindés de transport de troupes, etc. Donc ils ne savaient en fait pas quoi faire. Et clairement, ils ne veulent même pas suivre la voie de l'intégration des drones. C'est ça le problème. Par exemple, le Royaume-Uni et l'Amérique semblent adopter les drones. Ils ne savent tout simplement pas comment le faire de la manière la plus efficace. Mais certains pays, comme la Pologne ou l'Allemagne, restent à l'ancienne, où les drones comptent peu. Cela me fait simplement peur. Si les Polonais continuent de miser gros sur les blindés, comme ils l'ont fait avec les divisions de cavalerie avant la Seconde Guerre mondiale, leur sort pourrait être le même. Que les Allemands ont opposé leurs divisions blindées aux divisions de cavalerie polonaises. Et ils disent donc que si les chars affrontent des drones aériens sans pilote et des robots terrestres, si la Russie les submerge avec 10 000 robots terrestres et 100 000 drones aériens, les chars seront anéantis. Comme les divisions de cavalerie. À quoi ressemble la défense alors? Si la Pologne voulait ou l'Allemagne voulait se défendre contre les drones, est-ce que la meilleure défense, c'est l'attaque, ce genre de choses? Construire leurs propres drones, comme ceux vus sur les lignes de front en Ukraine, c'est bien cela? Ou bien existe-t-il une technologie que nous pouvons, ou que nous devrions, ou que l'Europe devrait développer pour contrer les drones? Avant la guerre avec l'Iran, et encore aujourd'hui, c'est ainsi. Cela reste dans certains cercles militaires en Occident, et c'est la position officielle des États-Unis, malgré le fait qu'ils font déjà quelque chose pour. Pour la dronisation, la position officielle est que nous n'avons pas besoin de drones, parce que nous trouverons un système anti-drone impossible à contrer. Ils détruiront tous les drones, mais examinons-les simplement. Et actuellement, ils ont Les systèmes contre les drones sont essentiellement des lasers, ou des impulsions à haute énergie. Tous nécessitent une grande quantité d'énergie qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, acheminer vers le front. Et ces lignes électriques seraient vraiment vulnérables à une attaque de drones. Donc les drones vont détruire les systèmes coûteux qui étaient censés les cibler pour les détruire, ou bien ils couperont leur alimentation, et sans énergie, ils seront inutiles. Et en dehors de cela, ils sont très coûteux et devraient rester chers dans un avenir proche. Donc, ils ne peuvent pas rivaliser avec les caractéristiques des drones. Discrédit. Donc, vous essayez de créer des armes très coûteuses pour contrer les drones et vous ne pouvez pas en fabriquer en quantité suffisante. Et les drones les détruiront, les submergeront. Donc, la meilleure contre-mesure contre les drones, ce sont les drones eux-mêmes. Et nous voyons cette approche dans la façon dont l'Ukraine et la Russie procèdent. Ils essaient de détruire,
l'ennemi. Les drones peuvent être interceptés par leurs propres drones intercepteurs. En revanche, les petites drones tactiques sont plus difficiles à intercepter. Donc vous pouvez essayer d'utiliser la guerre électronique, mais si par exemple c'est un drone contrôlé par fibre optique, désolé, utilisez, oui, c'est... Il existe différentes approches pour détruire un drone, donc l'une consiste à détruire le drone en vol, par exemple par une action cinétique ou la guerre électronique. Guerre électronique, donc vous neutralisez le drone. Une autre consiste à localiser et détruire l'opérateur du drone ennemi. Mais pour toutes ces approches, vous devez disposer de vos propres unités de drone, car vos propres forces de drone seront responsables de la protection de vos autres forces contre la menace des drones. Les forces de drone géreront la lutte anti-drone et l'utilisation des drones, notamment pour localiser et neutraliser les opérateurs ennemis. Il vous faut des capteurs qui vous permettront de vous approcher de l'endroit où se cachent les opérateurs de drones ennemis. Les opérateurs se cachent et les drones restent le meilleur moyen de les trouver. Parce que depuis le satellite, vous ne pouvez pas voir un type caché dans une rangée d'arbres ou dans un bâtiment. Avec votre propre drone, vous pouvez l'approcher de la zone où vous soupçonnez la présence d'opérateurs de drones russes ou ennemis. Donc vraiment, il faut se battre. Actuellement, les drones sont plus puissants que les systèmes anti-drones, donc vous avez besoin de vos propres drones pour contrer les opérateurs ennemis, leurs sites de lancement et leurs centres de contrôle. C'est pourquoi il vous faut des drones pour contrer les drones. Et vous ne pouvez pas simplement attendre en vous disant « Bon, attendons et prions pour qu'un contre-drone magique arrive et qu'on revienne à l'époque d'avant. » Les gars, ça n'arrivera pas. C'est mon message à la Bundeswehr, à l'armée polonaise. Vous ne pouvez pas compter sur la prière pour qu'un miracle magique se produise. Vous devez prendre vos propres drones au sérieux, développer vos unités de drones, travailler avec l'Ukraine et le faire dès maintenant. Donc votre message serait formation, production à grande échelle. Oui, et avec l'Ukraine, donc vous. Et créer le cadre qui vous permettra de faire évoluer les systèmes de drones, parce que les produits de drones seront les drones eux-mêmes. La chose qui vole, elle changera. Mais le système de formation restera le même. La façon dont vous organisez votre formation militaire restera la même. Le commandement et le contrôle resteront en grande partie les mêmes. Comme vous, Sterling et les centres de données et l'IA. Donc vous devez mettre en place les cadres qui vous permettront d'intégrer la technologie des drones. Actuellement, il y a ce type dont vous avez parlé, ce lieutenant général de la Bundeswehr, et il dit « Je ne sais même pas par où commencer ». Oui. Et en fait, il dit que la plupart de ses collègues ne pensent pas que les drones sont importants. Je crois même que c'était le chef de la Bundeswehr. Je crois qu'il a dit « Oh, arrêtez de me parler des drones, je n'en peux plus. Il faut qu'on vérifie. » Et il y a une citation où il dit « Oh, arrêtez, ne me parlez plus des drones. » Donc, ils essaient plutôt de fuir le problème que de l'affronter. Je ne sais pas ce que ces gars-là pensent. Donc, moi, je m'inquiète que des milliards ou des dizaines de milliards de dollars, voire des centaines de milliards, vont être dépensés pour des armes de drones et pour se préparer à une confrontation blindée, comme des blindés. Comme des chars 100, par exemple, pour le prix d'un seul char, vous pouvez, je ne sais pas combien coûte un char, peut-être entre 2 et 10 millions de dollars, selon le modèle exact. Beaucoup de drones, oui, mais vous pouvez obtenir beaucoup de drones, même si vous voulez avoir de la puissance dans le domaine terrestre. D'accord, achetez des équivalents sans pilote de chars. Des chars sans pilote comme de petits chars qui se déplacent sans qu'un humain soit assis dedans. Et qui sont moins des cibles, parce que ce n'est pas juste un char, ça peut être 1000 petits véhicules terrestres. Des robots qui essaient de se cacher dans les éléments du terrain et de submerger l'ennemi par le nombre, plutôt qu'avec un seul char qui est détruit en 2 minutes. Et ensuite quoi ? Disons de façon irréaliste que l'Europe décidait demain, super, oui, les drones sont une bonne idée. À quel point sommes-nous en retard ? C'est difficile à dire car la plupart de ces programmes sont classifiés. Mais à première vue, ils se préparent pour 2027 afin de construire, et le chef de l'armée britannique m'a dit qu'ils sont prêts. Créer un mur de drones du nord de la Norvège jusqu'aux pays baltes, et il s'étend même à certaines parties de la Roumanie aussi. Et ce mur de drones, ont-ils dit. En Ukraine, la ligne de front fait environ 1000 km, mais ici elle pourrait dépasser 2000 km. Et puis la Finlande jouera un rôle majeur dans d'autres pays. Mais ils ont besoin de temps pour cela et le temps est ce qui compte. Donc il y a vraiment une course pour y arriver. Certains pays de l'OTAN, comme l'Allemagne, refusent complètement les drones.
La Pologne dit oui aux drones, mais consacrons 2% aux drones et 98% à l'artillerie et aux blindés. Et les anciennes méthodes de combat, et il y a un autre problème, comme dans l'armée britannique, ils parlent tous des problèmes de mobilisation, parce qu'il n'y a qu'environ 20% de la population qui est prête à être appelée pour le service militaire. Je leur dis, d'accord les gars, vous ne changerez pas la société, c'est une société post-industrielle qui valorise la vie. Ils vont sauter, ils vont se cacher, ils vont les traîner hors des rues. Avec la robotisation et l'emploi massif de drones, les soldats peuvent être remplacés par des drones. Peut-être qu'avec moins de risques, ils resteront au Royaume-Uni pour contrôler les drones en Estonie. Ce sera sans doute mieux pour eux. Nous avons aussi beaucoup joué aux jeux vidéo. Exactement, c'est comme un jeu. Tu t'assois dans un bunker, tu peux manger de la nourriture britannique, ou tu peux manger du fish and chips en Angleterre et tuer les Russes sur les lignes de front. Et aussi, j'ai dit une autre chose. Utilisez les mercenaires et dites « Oh, vous utilisiez déjà des Gourkas. Oh, regardez, on a amené un chauffeur Gourka, il conduit par ici. » Nous avons des Gourkas, mais on nous dit qu'il en faut toujours plus. Eux, comme les Russes utilisent cette approche, ils ne sont pas si stupides. Ils essaient de faire venir des mercenaires pour se battre à leur place parce qu'ils ne veulent pas provoquer de conflits internes. Et l'Occident doit aussi accepter cela, donc ils pourraient le faire. D'abord, il faut réaliser qu'il est irréaliste de déployer des armées d'1 million d'hommes, personne ne paiera pour cela. Et eux, êtes-vous prêts à accepter le même niveau de perte que pendant les guerres mondiales ? Non, alors n'investissez pas dans ces capacités. Utilisez plutôt l'argent pour la dronisation et l'informatique. Et vous pouvez avoir 10% du budget ou 5% alloué aux drones, même sur les 90 milliards d'euros. J'ai été surpris quand j'ai appris que seulement environ 2% ou environ 2 milliards d'euros sont directement alloués aux drones, donc le reste sert à payer les enseignants. J'apprécie tous les enseignants, ma mère l'était avant sa retraite. Mais il faut mettre de côté une grosse somme d'argent, spécialement pour les drones et la dronisation. On ne peut pas y toucher. Je sais que Zelensky veut être populaire auprès de tous les segments de la population, mais si vous n'investissez pas dans vos drones, vous ne pouvez pas battre les Russes. Veux-tu vraiment que cela devienne une guerre sans fin, une guerre d'usure ? Je n'ai pas envie d'attendre que le prochain gouvernement en Allemagne change et qu'il coupe toute l'aide à l'Ukraine. Je pense que la décision aurait dû être prise en 2024, mais il n'est pas encore trop tard pour le faire maintenant. Oui, je suis d'accord. Je pense que si l'Europe s'en rendait compte et poursuivait cela, elle a une telle capacité industrielle que si les gens s'y mettaient, il y aurait rapidement beaucoup de drones. Et s'ils étaient prêts à utiliser l'expertise et les connaissances ukrainiennes, oui, je suis tout à fait d'accord. Ilya, je pourrais en parler avec toi des heures. Je t'avais réservé 1 heure et ça fait déjà 1h30. Merci beaucoup d'être venu en studio discuter avec moi. C'est un vrai plaisir. Je veux te remercier de m'avoir invité parce que c'est sûrement plus important de rencontrer quelqu'un en studio. Et je vois que tu fais un excellent travail, que tu rends l'information sur la défense accessible au grand public. Et donc des gens comme moi, comme les analystes et conseillers militaires, peuvent venir chez toi et expliquer au monde, à la population en général, en des termes compréhensibles pour tous. Et pour tirer la sonnette d'alarme, parce que la Russie se prépare, l'Europe n'est pas prête et ne fait que de petits pas. Vous devez mettre la pression sur les politiciens, sur les militaires, pour qu'ils agissent pour maintenant, qu'ils poursuivent la dérussification et protègent notre mode de vie. Vous êtes vraiment gentil. Nous en parlons seulement, mais vous agissez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. Fais la promotion de ton livre. Oui. Oui, merci, désolé. Et il y a un livre ? Oui. J'ai publié ce merveilleux livre, et dedans j'ai écrit tout ce qui peut être dit qui n'est pas classifié. Comment l'Ukraine a créé des forces, des systèmes sans pilote, comment j'ai persuadé Fedorov d'aller voir Zelensky pour lui demander de miser gros sur les drones, de placer les drones au centre de l'effort de guerre. Et il y a aussi des détails sur certaines opérations, comme l'offensive de Koursk, comment j'ai conseillé au haut commandement de changer l'axe d'attaque 3 jours après le début de l'opération, etc. Tout est dans ce livre. Il s'appelle Rise of the Machines et il est déjà disponible sur Amazon. J'espère qu'on ajoutera un lien, voire plusieurs liens en retour. Oui, j'apprécierais que vous vous familiarisiez avec mes écrits. Merveilleux.
Merci et désolé, j'ai oublié de demander de faire la promotion de votre livre, mais nous l'avons abordé. Merci encore. Merci. Merci.